Bonjour à tous, bienvenue sur ce 13e webinaire Rendez-vous des TPE, PME et associations de la Nouvelle-Aquitaine. Pour traiter donc cette 13e session, nous parlerons de l'évolution du chômage partiel avec Madame Glandier qui se présentera dans quelques secondes. Nous évoquerons aussi le risque juridique de l'employeur avec Maître Galina qui se présentera également. Et puis nous évoquerons les procédures existantes au tribunal de commerce. Donc, nous avons donc deux représentants du tribunal de commerce qui également se présenteront. Je rappelle les règles d'utilisation de la plateforme du webinaire. Donc, premier onglet chat où vous saluez vos amis. Certains, il y a une grande fidélité sur nos webinaires, donc ont l'habitude. Deuxième onglet questions. Donc, sur cet onglet, vous posez vos questions. Vous verrez qu'un petit triangle apparaît à côté de la question. Ce triangle vous permet de voter sur la question qui vous ressemble puisque je trie les questions par importance de vote. Et puis, le troisième onglet, donc l'onglet sondage, qui nous permet de publier des sondages sur la qualification des internautes, notamment sur leur secteur d'activité, leur nombre de salariés, des questions que vous verrez apparaître. Alors, sans tarder, donc on va faire un petit tour d'écran. On va commencer donc par Élodie Glandier, donc qui est la référente régionale de l'activité chômage partiel à la Directe Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de la situation actuelle? Oui, bonjour à tous. Alors sur la situation actuelle, je crois qu'aujourd'hui on a réussi à régler la plupart des problèmes techniques qu'on avait pu tous rencontrer au début. Et aujourd'hui, on est un peu dans une gestion flux. Toutes les entreprises ont fait au moins une ou deux demandes d'indemnisation. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire pour faire un point de situation, c'est qu'on a un peu moins d'1 million de salariés en Nouvelle-Aquitaine qui sont placés en activité partielle. Alors bien sûr, ça a tendance du coup à baisser avec la reprise des activités. Et puis c'est plus de 110 000 établissements d'entreprise aujourd'hui qui ont recours à l'activité partielle, en tout cas qui sont autorisés. Et en termes d'aujourd'hui d'indemnisation versée, c'est un peu plus de 600 millions d'euros. Voilà, ça c'est les chiffres arrêtés au 3 juin, sachant que voilà, on a encore beaucoup de paiements. Là, du coup, on est en train de payer les indemnisations pour mai. Voilà en termes de contexte. Très bien, merci. Donc, Patrick Ruot, donc vous êtes deux en fait. Donc, est-ce que vous pouvez même question, nous donner un petit peu le contexte au tribunal de commerce et peut-être rappeler qu'est-ce qu'est le tribunal de commerce et que fait le tribunal de commerce? Tout à fait. Bonjour à tous. Patrick Ruot et puis Marc Salin. Donc, nous sommes juges au tribunal de commerce, chacun dans des spécialités différentes. Le tribunal de commerce est là à la disposition de toutes les entreprises. Il faut savoir pour les gens qui s'adressent à nous que nous sommes d'anciens chefs d'entreprise ou des entrepreneurs actifs. On est magistrat indépendant, si vous voulez, et là, on est là pour traiter toutes les affaires que les entreprises peuvent nous soumettre. J'en profite pour dire à tous les entrepreneurs qu'il existe une plaquette. Je ne sais pas si, en la montrant, vous pouvez… non. Alors, ça s'appelle « Entrepreneur, ne restez pas seul face à vos difficultés ». Et à l'intérieur de ce document que vous pouvez avoir par Internet, vous avez toutes les procédures qui existent pour les entrepreneurs qui peuvent avoir quelques difficultés. Donc, on est là au service des entreprises et moi, je m'occupe principalement de la prévention et des conciliations. En prévention, nous sommes 2 magistrats à recevoir les entreprises 2 fois par semaine, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. Et Marc Salin, qui va prendre la parole, s'occupe de tout ce qui est socio-économique, c'est-à-dire les demandes de sauvegarde, de redressement judiciaire et malheureusement de liquidation judiciaire. Voilà. Alors, j'enchaîne tout de suite. Effectivement, je préside une des 2 chambres de procédure collective
Bordeaux. Et je tiens à dire en préambule pour les personnes qui nous écoutent que venir au tribunal de commerce, c'est demander un redressement, une sauvegarde, voire éventuellement malheureusement une liquidation, peut être considéré comme un acte de gestion et qu'il n'y a aucune honte à venir se présenter devant le tribunal. Voilà. Donc s'il y a des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous répondra avec plaisir. Très bien, merci messieurs. Et puis Sylvain Galina, avocat. Même question, le contexte, le ressenti par rapport à la situation actuelle, et puis ce qu'il y a plus des dossiers qui sont liés à la crise sanitaire aujourd'hui qui arrivent. Alors, oui, bonjour à tous. Petite activité évidemment, puisque l'activité judiciaire a été fortement impactée par cette crise, donc elle a vécu au ralenti, comme l'activité de l'entreprise de chacun des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, comme le tribunal de commerce, comme la Directe. Au tout début de la crise du Covid, beaucoup d'interrogations sur le chômage partiel, ses conditions. On a essayé d'y répondre tant qu'on pouvait, sur un temps relativement court, puis les choses se sont calmées et tout doucement l'activité judiciaire et juridique reprend. Pour le moment, pas tant d'interrogations que cela sur les conséquences juridiques du Covid, mais on sent tous qu'elles commencent à arriver. On est sur la perte d'exploitation, on est sur l'utilisation du chômage partiel parfois de manière abusive, on est sur ce genre de thématiques et ça commence tout doucement à arriver. Évidemment, on se pose la question aussi, malgré les mesures mises en place par le gouvernement et les mesures de soutien sur le plan bancaire, de l'activité des entreprises et de leur survie. Et pour compléter ce qui vient d'être dit par les deux magistrats qui sont ici présents, il faut vraiment avoir en tête, et je le répéterai a priori autant de fois que, le tribunal de commerce vous assure une protection, que c'est sous la protection du tribunal de commerce que des dépôts peuvent se faire, sauvegarde, administration ad hoc, conciliation. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, pour l'heure, l'activité judiciaire reprend tout doucement et on voit naître des thématiques, mais elles émergent plutôt sur le droit social, un petit peu sur le plan contractuel, mais de manière encore assez résiduelle parce que la reprise est frémissante. Très bien, merci. Alors, je vais donc monter une première question. Confirmez-vous que le taux de remboursement, donc c'est direct bien sûr, le taux de remboursement est différent selon que les salariés disposent ou non de solutions d'école garde? Bon, c'est pas grave, on a eu un petit souci. Alors, Mme Glandier a fait, bon, je vais la lire. Non, nous avons perdu Mme Glandier, mais elle va revenir. Voilà. Voilà, c'est que c'est le numérique, c'est pas grave. Hein. Donc, confirmez-vous que le taux de remboursement est différent selon que les salariés disposent ou non de solutions d'école ou garde pour leurs enfants? De ce fait, y a-t-il possibilité de différentes coexistences de taux dans l'organisation? Alors non, je ne peux pas vous confirmer puisqu'on n'a pas cette information. Le taux qui est prévu à partir du 1er juin, donc je pense que c'est ça à laquelle vous faites référence. En fait, ça va être selon des secteurs d'activité. Ceux qui ont encore des restrictions légales ou législatives ou réglementaires en termes de reprise d'activité. On attend encore la liste précise de ces secteurs-là. Mais en tout cas, par rapport à la situation des gardes d'enfants et en tout cas des basculements des salariés qui étaient avant bénéficiaires des indemnités journalières et qu'on a basculé en activité partielle depuis le 1er mai, on n'a pas de précision par rapport à cela. D'accord. Vous pouvez rappeler les règles à partir du 1er juin, s'il vous plaît, aujourd'hui, sur les règles classiques. Oui, alors ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évolution du dispositif depuis le 1er juin, c'est que l'indemnisation du salarié, elle, ne bouge pas. On est toujours sur les règles actuelles d'indemnisation du salarié. Par contre, c'est la prise en charge de l'État côté employeur qui va être modulée. C'est-à-dire que on va laisser un reste à charge, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, à l'employeur en fonction de son secteur d'activité. S'il est dans un secteur d'activité qui ne subit pas de restrictions et qui reprend et qui peut reprendre à partir du 1er juin, à ce moment-là, la prise en charge sera légèrement diminuée. Pour résumer, on est sur en gros une baisse de prise en charge de 15%, ce qui fait c'est comme si nous, la part État que prend en charge l'État, c'est 70% du salaire brut du salarié. Donc, il y a les 10% que l'employeur doit maintenir qui sont à sa charge. Très bien, merci.
Alors, une question où peut-être vous pourrez tous répondre. J'ai entendu une annonce d'un ministre disant qu'il ne pourrait y avoir de procédure de licenciement économique si une entreprise avait bénéficié du chômage partiel. Alors, là, vous pouvez vous la partager, je pense, cette réponse. Côté direct, déjà. Côté direct, déjà, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire à partir de la notification d'un licenciement économique, activité partielle pour ce salarié-là. C'est-à-dire l'employeur doit maintenir, doit appliquer les règles de salaire classique. Néanmoins, je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en cas de renouvellement d'activité partielle, c'est-à-dire vous avez fait déjà une première demande, vous avez un premier recours, et là vous renouvelez, vous repartez sur une nouvelle période. Dans ces cas-là, on va discuter, les services de la directe, donc des unités départementales, vont discuter avec vous pour que vous puissiez prendre des engagements. Et parmi les engagements, un des principaux qu'on va vous demander en cas de renouvellement du recours à l'activité partielle, c'est justement le maintien dans l'emploi. C'est que vous allez tout faire pour maintenir au maximum, à minima pendant la nouvelle période d'autorisation, le maintien dans l'emploi de vos salariés. Donc ça peut correspondre éventuellement à cette annonce. Voilà, je sais pas. Très bien. Oui, je peux confirmer sur le fait qu'il faut que la période soit en cours, hein. Il faut bien que les choses soient comprises de cette façon-là. Telle que la question est formulée, je ne la comprends pas de cette manière-là. Est-ce que j'ai bénéficié d'une possibilité de chômage partiel et est-ce qu'après coup, même en ayant bénéficié, je peux procéder à un licenciement économique? C'est tout à fait possible, sauf si la période est en cours. Et là, la directe vous a clairement répondu. Si la période est en cours, il y a évidemment un processus de négociation. Et c'est comme ça qu'il faudra le voir, hein, de toute façon, hein, avec la directe. Mais si vous en avez bénéficié avant, rien n'empêche sur le long terme, et alors que vous n'en bénéficiez plus, d'envisager un licenciement économique avec un cadre qui reste structuré. Donc, je ne sais pas quel est le ministre qui a fait cette annonce, mais il faut qu'elle soit plus précise en tout cas. On vient de vous éclairer un petit peu sur le sujet. Merci. Période en cours. Non. Monsieur Ruot, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques minutes, parce que c'est important, quelles solutions il existe à l'entrepreneur ou à l'entreprise avant de passer en redressement judiciaire? Il faut que vous remettriez votre micro juste en bas. Alors attendez, je vais vous le remettre. Il faudrait que vous réactiviez votre micro. Bon, Meryl, qu'on ne voit pas, va vous aider. Je reposerai ma question après. Alors, comment combiner activité partielle et heures de travail dans le cadre de la modulation du temps de travail, convention collective HPA et HCR, donc les cafés, hôteliers, restaurants, et les HPA. Alors, je ne connais pas l'acronyme. Plein air, a priori. Ah oui, alors, voilà, je ne connais pas par cœur ces conventions collectives, je m'en excuse par avance, mais en tout cas, pour combiner les deux, c'est possible. Toutefois, ça dépend de votre accord d'annualisation du temps de travail. Donc là, il faut aller se référer sur le mode de décompte et est-ce qu'on est sur une modulation avec compteur ou pas. Et selon les cas, vous avez des fiches spécifiques d'assistance qui sont disponibles sur le SI qui vous expliquent vraiment comment faire le calcul. En gros, on va se référer au planning de modulation et c'est en fonction des périodes déjà prévues de votre planning de modulation que l'activité partielle va intervenir ou pas. Merci. Alors, question pour Maître Galina. Lorsqu'un propriétaire refuse toute négociation pour étaler les loyers en retard, mars, avril, mai, alors que le restaurant a été fermé, quelles sont les possibilités pour éviter l'expulsion par le propriétaire? Le micro, Monsieur Galina. Merci. J'imagine qu'on est dans le cadre d'un bail commercial, c'est comme ça que je vais le comprendre, mais je vais répondre à l'interrogation de manière globale. Les ordonnances sont prévues, elles ont été nombreuses, la possibilité, et c'est la possibilité seulement, pour les bailleurs d'accorder un étalement du paiement des loyers. Si vous avez 3 mois de retard, vous avez toujours la possibilité de saisir par anticipation la juridiction compétente pour essayer de solliciter de sa part, donc du juge, la fixation d'un étalement de votre loyer.
en évitant évidemment la procédure d'expulsion. Et si jamais une procédure d'expulsion est entreprise, alors c'est dans le cadre de cette procédure elle-même que vous aurez la possibilité de solliciter du magistrat un étalement si vous n'arrivez pas à le négocier avec le propriétaire. Il faut comprendre que la crise du Covid et malgré les 50 ordonnances rendues, tout le champ n'a pas été couvert. Et tout ce qui relève du cadre contractuel demeure dans le cadre contractuel. Beaucoup de bailleurs ont fait l'effort, notamment sur le plan commercial. Sur le plan personnel, c'est un petit peu différent. Ayez en mémoire que le magistrat, le juge judiciaire ou le tribunal, a la possibilité de vous accorder un certain nombre de délais de paiement s'ils sont nécessaires. Donc, la procédure, pour le coup, ne doit pas vous effrayer. Elle est une garantie, notamment pour obtenir des délais, si c'est le cas aujourd'hui. Merci. Ah, nous avons retrouvé nos magistrats. Vous nous entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Bon. Et vous Super. aussi? Très, très bien. Je ne sais pas si vous aviez entendu ma question. C'était de nous préciser quels étaient les dispositifs qui existaient avant le redressement judiciaire, s'il vous plaît. D'accord. Alors, il y a d'abord la possibilité de recevoir les entrepreneurs en prévention. C'est-à-dire que là, il faut qu'ils prennent rendez-vous avec le tribunal où donc, ils viennent spontanément prendre rendez-vous pour qu'on puisse les recevoir et en fonction de leur dossier, leur expliquer la méthode ou qu'ils pourront utiliser. Autre chose, il y a la conciliation, il y a la demande de mandat ad hoc qu'il faut également faire auprès du tribunal, en sachant qu'il ne faut pas qu'il soit en état de cessation de paiement. Après, il y a la sauvegarde. Donc, Marc Salin va pouvoir vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors, effectivement, la sauvegarde judiciaire a l'intérêt quand on n'est pas en cessation de paiement. Donc, par contre, qu'on anticipe les difficultés, ce que malheureusement on peut imaginer aujourd'hui. Tant qu'on n'est pas en cessation de paiement, on peut demander une sauvegarde judiciaire. Ça a un intérêt déjà par rapport aux fournisseurs et aux clients, puisque ça démontre que le chef d'entreprise a une capacité d'anticiper ses problèmes et de mieux gérer son activité. Quand il a dépassé ce stade et qu'il vient plus tardivement et qu'il est en état de cessation de paiement, on ouvre dans ce cas-là un redressement judiciaire. Donc ça, c'est quand même très proche. Les deux permettent de geler les dettes à la date de l'ouverture de la procédure. Donc ça allège toutes les obligations de remboursement du passif à la date de la procédure. Par contre, dans la suite de la procédure, et ils viendront pendant 2 fois 6 mois en général, à l'exception de mesures particulières que nous connaissons jusqu'au 23 juin, ils viendront devant le tribunal démontrer que grâce à ce blocage de dettes, ils reconstruisent leur activité, ils redéveloppent du chiffre d'affaires et ils seront à la fois capables de poursuivre leur activité dans le futur et de rembourser le passif qui aura été bloqué à la date de la procédure. Voilà. Donc, le passif peut être remboursé en général dans un cadre classique sur un délai qui va au maximum sur 10 ans, ce qui est quand même relativement intéressant. Le passif antérieur s'entend, puisqu'il ne faut pas créer de nouveaux passifs après l'ouverture de la procédure. Mais ça met 10 ans, mettons par exemple 10% par an pendant 10 ans, par pacte annuel, et c'est quand même une aide forte si le chef d'entreprise n'est pas venu au dernier moment. Et c'est là-dessus qu'on veut attirer votre attention. N'attendez pas le dernier moment, le tribunal fait peur. Le terme de tribunal fait peur. Nous, on est vraiment là pour aider les entreprises. N'attendez pas le dernier moment, parce que si vous attendez le dernier moment, la situation risquera d'être ce qu'on appelle irrémédiablement compromise et d'arriver non pas à un redressement ou à une sauvegarde, mais à une liquidation judiciaire parce que vous n'aurez pas été capable de remonter la pente. Vous parliez tout à l'heure de médiation, mandat ad hoc. Quelle est la différence? Conciliation, pardon, plutôt. Alors, la conciliation, c'est on reçoit, alors c'est à la demande de l'entreprise, ils sont convoqués devant un magistrat et on essaie, si vous voulez, de concilier les deux parties, c'est-à-dire le créancier et celui qui
enfin les deux parties, hein. Vous avez le fournisseur et puis celui qui doit la dette. Donc, on essaie de trouver un accord entre les parties. Il faut évidemment que les parties viennent, je dirais, en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir une bonne conciliation qu'un mauvais procès. Très bien. Et le mandat ad hoc? Alors, le mandat ad hoc, c'est sur demande aussi de l'éditeur qui doit demander au président du tribunal un mandat ad hoc. Il faut pas que, là non plus, il ne faut pas qu'il soit en cessation de paiement. Et c'est après trouver un accord entre les deux parties. Et on nomme. Alors oui, la différence, c'est qu'on nomme comment dirais-je, un mandataire pour aider le chef d'entreprise à aborder son dossier. Et il est là pour protéger les créanciers. Et mener les négociations, souvent. Très bien. Merci, messieurs. Maître Gallina, un salarié exerce son droit de retrait sans raison valable, donc protocole de reprise d'activité en place. Quelle est la procédure à suivre? Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parce que je vous entendais pas, Monsieur Petit, du tout, mais je vois la question apparaître. Il n'y a pas de difficulté. Alors, c'est toujours compliqué. Je fais un petit préambule. En cette période un peu complexe de reprise d'activité pour tous, l'important, l'essentiel vraiment, c'est de mettre en place un processus de reprise de l'activité qui soit normé et calibré. Le gouvernement a mis en place, le Conseil national des barreaux, tout un tas de référents auxquels vous pouvez vous raccrocher. Vous avez ça sur Internet, Conseil national des barreaux, vous avez des reprises d'activité. Les gouvernements ont mis en ligne tout un tas de choses qui vous permettent de reprendre correctement les choses. Donc d'abord, pour tous les chefs d'entreprise, diagnostic, évaluation des risques, mise en place des protocoles nécessaires. C'est fondamental parce que le risque juridique en cette période ne sera induit pour tous, pour moi comme pour tout le monde, que par l'absence de préalable ou de réflexion préalable au sein de l'entreprise sur la reprise d'activité et la gestion du Covid-19. Fondamental. Vous commencez par ça. Et j'en viens à la question particulière. Un salarié vous dit j'exerce mon droit de retrait. C'est qu'il présuppose que cette démarche préalable nécessaire n'a pas été suffisamment portée par l'entreprise, d'accord, ou pas du tout portée. Dans le cadre de votre question, il y a a priori un protocole qui a été mis en place. Donc la réaction, j'allais dire presque un peu abrasive de l'employeur, et c'est tout à fait possible de le faire, et le risque est assumé et nous sommes filmés, c'est de suspendre, logiquement, puisque vous estimez, vous, en qualité d'employeur, que le protocole d'accord est nécessaire, suspendre le paiement du salaire. En fait, dans la vérité des choses, quand le droit de retrait est exercé, la solution la plus simple, c'est d'aller confronter ce sujet du droit de retrait, c'est-à-dire l'application d'un protocole d'accord, devant le Conseil des prud'hommes. Et là, pour le coup, tout comme le tribunal de commerce, le Conseil des prud'hommes, qui sera le garant, en quelque sorte, du cadre contractuel dont le salarié vous reproche l'inefficacité, en quelque sorte, sera le garant de cette démarche. Il faudra apprécier dans un droit de retrait, tout comme une maladie professionnelle ou un accident du travail, enfin toutes les suites juridiques liées à ce Covid, l'appréciation, ça sera est-ce que l'employeur a mis en place les mesures utiles et nécessaires à préserver ma sécurité dans l'exercice du cadre contractuel. Donc, suspension et ensuite Conseil des prud'hommes. Voilà comment je vois les choses. Hein. Mais c'est toujours un petit peu compliqué puisque si le protocole a été mis en place, l'employeur pourrait considérer légitimement qu'il est dans le droit fil d'une activité qui mérite de reprendre. Sauf que on jugera et on juge toujours les choses. Alors, c'est une formule latine, mais c'est souvent les notaires qui l'utilisent, mais les avocats aussi. In concreto, entreprise par entreprise, geste barrière par geste barrière. Donc, surtout, soyez très attentifs à ce diagnostic dans la reprise. Ça vous évitera pas mal de difficultés, notamment d'être confronté potentiellement à l'exercice d'un droit de retrait ou encore à une maladie professionnelle qui pourrait être déclarée si jamais ça passe le cadre du centre régional. Et alors, dans le cas, sur ce sujet… Je ne vous entends pas du tout. Ah bon? Alors ça, c'est… Bon, alors si… bon, c'est bizarre. Nous, on entend très très bien. Bon, on va voir après.
Madame Glandier, est-ce que vous avez la liste précise des filières du tourisme qui sont concernées par le chômage partiel aujourd'hui? Non, on n'a pas encore la liste précise. Elle va être publiée par décret. Donc, nous, on l'attend en fait à partir, on va dire, ça va être publié dès le lendemain la publication de la loi est prévue le 10 juin. Donc, en gros, autour du 15 juin, on l'attend. Mais il y a déjà quand même des éléments de pression que je peux vous apporter. C'est que la ministre a quand même parlé du secteur du tourisme et de tous les secteurs qui subissent des restrictions. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des réflexions en cours et a priori, c'est en bonne voie pour aussi prendre en compte les entreprises qui seraient dépendantes de ces entreprises fermées ou en tout cas qui ne pourraient pas reprendre. C'est-à-dire tous les clients principaux, donc par exemple des entreprises du tourisme, seraient aussi a priori concernés. Donc seraient concernés par quoi? Par la prolongation de la prise en charge actuelle. D'accord. On parlait pour le secteur du tourisme et des CHR, une date au 31/12/2020 pour la poursuite du chômage partiel. À ce niveau-là, nous, on n'a pas de précision. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, la fin de l'état d'urgence sanitaire, il est au 10 juillet. Après, il y a une mesure transitoire là qu'on a au titre du chômage partiel sont aujourd'hui jusqu'au 31/12/2020. Donc, sauf à ce que les restrictions soient levées avant, oui, a priori, en tout cas, les mesures juridiques sont encore valables jusqu'à fin décembre. Très bien, merci. Est-ce que, Maître Galina, vous nous entendez ou pas? Toujours pas. Bon, alors je vais afficher une question. Si vous pouvez donc y répondre, c'est pour, voilà. La personne qui a posé la question tout à l'heure sur la question des loyers. Donc, quel tribunal doit intervenir? Alors, je vous entends toujours pas, Monsieur Petit, mais c'est pas grave. Je vois encore la question qui s'affiche. C'est le tribunal judiciaire. Maintenant, il a changé de nom, hein, parce que évidemment, on a multiplié les réformes tous azimuts. Donc, il y a une réforme qui est passée à la fin de l'année. Donc, maintenant, c'est le tribunal judiciaire qui, à l'époque, était le tribunal de grande instance. Voilà la juridiction compétente en la matière. Et si c'est pour des loyers personnes physiques, c'était le tribunal d'instance à l'époque. Donc il a changé, mais il y a eu un regroupement. Tribunal judiciaire, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Très bien, merci. Madame Glandier, nous sommes une structure d'insertion en atelier chantier d'insertion. Quelle modalité de prise en charge du chômage partiel s'applique lorsque la structure a plusieurs activités en hôtellerie-restauration et dans un autre domaine par ailleurs, bâtiment ou espace vert? Puisque c'est la même société en fait qui mène plusieurs activités, dont une est dans des activités CHR. Oui, donc c'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve la solution technique. Je pense qu'on va se référer dans ce cas-là aussi à l'activité principale. Mais encore une fois, ça fait partie des questions qu'on se pose d'un point de vue technique, c'est-à-dire sur la prise en charge. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un eurodatage possible, c'est-à-dire qu'une même entreprise pourra passer d'un ancien taux à un nouveau taux. Et ça se fera automatiquement d'un point de vue technique. Après, au sein d'une même structure, est-ce qu'on peut avoir deux taux différents? A priori, non. Par contre, comment prendre en charge peut-être qu'on regardera l'activité principale de la structure et du coup, on appliquera ce taux-là. En fait, ce qui est techniquement, hein, la précision, ce qui est a priori prévu, on attend la finalisation du développement technique, c'est que l'entreprise devra déclarer dans quel secteur elle se situe. Et après, c'est l'applicatif qui calculera automatiquement. Vous n'aurez qu'à saisir ce que vous faites déjà actuellement, c'est-à-dire le taux d'indemnisation de votre salarié. Vous n'aurez pas vous-même à recalculer ce taux-là. Merci. Maître Galina, c'est toujours pareil? Vous n'entendez toujours pas? Non. Et donc, il n'entend pas. Alors, Mme Glandier, mais de toute façon, c'est encore pour vous. Hein. Est-ce que vous avez des informations sur une prime éventuelle versée aux apprentis? Alors, j'ai des annonces sur justement l'effort et l'accompagnement du secteur apprentissage, mais par rapport à une prime, je n'ai pas d'informations. Ouais, notamment la prise en charge à 100% la première année.
Je crois que c'est ce qu'a passé Muriel Pénicaud comme message. Donc, pas d'information. De toute manière, les directs seront informés de ça. Donc là, le plus simple, c'est que la personne se rapproche de sa directe pour avoir ces informations. Oui, tout à fait. Je pense qu'on attend des annonces. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il y a des annonces, en tout cas via communiqué de presse, en général, nous, il nous faut quelques jours quand même pour que les consignes et textes redescendent. Mais c'est une histoire de jours, je pense. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre unité départementale de la directe. Vous avez les coordonnées sur Internet. Et ils pourront vous informer. Très bien. J'invite les internautes à aller sur l'onglet sondage pour le remplir. Autre question, donc liée à l'activité, compagnie d'art de la rue, donc plus de 90% du CA, 92% du CA a disparu en 2020. Notre activité est concentrée entre avril et octobre chaque année. Nous n'avons pas de ressources avant avril 2021. Est-ce que le chômage partiel sera étendu dans ce secteur? Alors, aujourd'hui, il faudrait voir le statut précis de cette compagnie, juridique de la structure, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont déjà concernés par l'activité partielle, puisqu'il y a aussi une attaque possible. Donc là, après, ce que je sais, c'est que normalement, le secteur culturel devrait aussi être concerné par, on va dire, une prise en charge bonifiée, mais bon, à vérifier. Très bien. Je confirme ce point. Hein. Je confirme ce point sur une prise en charge qui serait bonifiée, mais pour le moment, pas d'annonce. Et si on est toujours sous le régime de l'état d'urgence, les choses se feront par ordonnances successives ou décrets successifs. Ça risque de prendre un petit peu de temps, et ce d'autant que pour l'essentiel, ils sont tous contestés les uns après les autres. Parce que comme les ordonnances ou les décrets sont regroupés de manière générale, on essaie de faire vite avec beaucoup de textes et beaucoup de dispositions. Et parfois, il y a des contestations qui se font. Donc, il faudra peut-être attendre un petit moment avant que ça devienne effectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces mesures seront rétroactives au 1er juin. Oui, ça, c'est pas de difficulté. Très bien. Juste, j'avais oublié quand même juste une petite chose. Là, quand je parlais tout à l'heure de la prévention, je me l'étais noté, je vous l'ai pas dit. Il faut tous que vous mettiez à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Je vous le dis, mais ça va mieux en le disant. Et quand je parlais de la démonstration probatoire pour les chefs d'entreprise, c'est le document nécessaire, quoi. Hein. On n'est pas sur une évaluation annuelle. Je rappelle à tous que c'est une évaluation annuelle ou un événement qui nécessite sa modification. Donc là, clairement, c'est un événement qui nécessite sa modification. Pensez-y parce que dans la démonstration, dans l'évaluation du risque juridique, évidemment, si vos documents ne sont pas à jour, ça passera moins bien. Important. Merci. Pouvez-vous me confirmer qu'une banque débitrice ne peut pas demander la saisine des cautions personnelles en cas de sauvegarde? Alors, messieurs du tribunal. Alors, c'est effectivement une question importante et une nuance importante entre sauvegarde, donc pas de cessation de paiement à la date de la procédure et redressement judiciaire, que ça soit dans le cadre dans ces deux cadres, pendant les deux périodes d'observation, les cautions ne sont pas mises en jeu. Par contre, quand on rentre en plan de sauvegarde, c'est-à-dire au bout d'un an, on va dire pour simplifier, et pendant toute la durée du plan de sauvegarde, si le plan de sauvegarde est respecté, c'est-à-dire les pactes sont payés tous les ans aux dates régulières, etc., la mise en jeu des cautions n'est pas possible, des cautions personnelles. Alors que quand on rentre en plan de redressement judiciaire, à partir de la décision de redressement judiciaire, même si le plan est peuvent mettre en jeu les cautions. Donc c'est quand même une nuance importante. D'accord. Merci. Alors, simplement pour les problèmes techniques, donc Maître Galina ne m'entend pas, mais il semblerait qu'il entende tout le monde, sauf moi. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez répéter ce que je dis. Comme ça, Sylvain Galina entendra très bien ce que je peux dire. Alors, peut-être celle-ci pour Sylvain Galina. Depuis l'annonce du PGE, donc notre banque comptable ou collectif, UMIH, n'ont toujours pas de détails. Qu'en est-il?
PGES. Alors ça, est-ce que… Alors, cette question est pour vous, Monsieur Galina, apparemment. Pourquoi elle est pour moi? Oui, oui, je vous entends. J'entends tout le monde sauf Monsieur Petit. C'est tout ça. Ben oui, il y a des… Oui, alors pour Monsieur depuis le Petit, match du PGE, week-end. c'est le fameux plan de garantie d'État, Oui, le prêt garanti par l'État. c'est ça. Et Ouais. quelle est la question? Mais je sais pas, il faudrait peut-être Depuis que… l'annonce, notre banque comptable ou collectif. Ah oui, pas de réponse de la banque, vous voulez dire? Alors, si c'est ça, il faut lui secouer les pouces assez rapidement, hein, et renouveler votre demande parce que si vous avez fait la demande du PGE il y a déjà, disons, 15 jours, 3 semaines, il est temps de renouveler votre demande instamment. D'autant que, pour le coup, vous le savez, hein, le PGE, la première année, et c'est que la première année qui est prévue, hein, le reste est amorti ou amortissable sur 5 ans. Je ne dis pas au bon vouloir de l'institution bancaire parce qu'elle le fera nécessairement compte tenu du contexte, mais le taux sera à 0. Donc, pour le coup, la garantie de l'État sauvegarde la démarche bancaire de manière presque absolue. Il n'y a pas de raison, à l'exception d'une situation déjà un petit peu obérée de l'entreprise qui solliciterait un PGE pour satisfaire à des besoins plus que de trésorerie. Et là, on est plutôt côté tribunal de commerce. Mais sinon, si vous n'avez pas de réponse de la banque, il est temps de renouveler la démarche. Et oui. Oui, alors j'ai une réponse, j'ai la question complémentaire de la personne. Donc le PGES qui est différent du PGE. Nous avons le OK pour le PGE, mais nous attendons le PGES. Oui, alors apparemment, c'était un complément de la question initiale. Oui, sur le PGES, moi, je vous avoue que j'ai pas plus d'informations. Ouais, moi non plus. Voilà, pour le coup, j'en ai pas plus. Mais je pourrais La période relayer la est question trop, en interne et si on pourra, enfin, en tout cas, on pourra le communiquer. Je peux relayer la question. Très bien. On peut Alors, peut-être rebondir tous. sur le Ouais, PGE. oui, Parce allez-y. qu'effectivement, aujourd'hui, c'est de la trésorerie. Ça permet d'éviter l'état de cessation des paiements. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Et donc, c'est le moment tant qu'on a la trésorerie et pour anticiper une situation difficile à venir, avant que soient dus les remboursements, notamment du PGE, et envisager une sauvegarde. Voilà. Alors, pour un message. Pour une dette de loyer entre deux entreprises, est-ce bien le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce? Alors, Sylvain Galina en parlait. À ma connaissance, le tribunal judiciaire, c'est seulement entre un bailleur privé et une entreprise locataire. Alors, on ne traite pas les SCI au tribunal de commerce. Oui. Donc, si c'est d'une société, SARL, SAS, qui demande à avoir payé, ça peut venir devant le commerce. Si c'est une SCI, c'est le judiciaire. Bail commercial, tribunal judiciaire. Pour ceux qui l'ont en tête. Hein. Toujours, toujours, toujours. Et ça, vous allez voir un bon avocat et ça, il saura vous l'expliquer. Très bien, merci. Pour l'activité partielle, mon client a trop perçu 500 €. Un trop perçu de 500 €, il doit les reverser. Pour ce faire, il a effectué les modifications sur le site avec la mention ordre de reversement à effectuer. Elle figure depuis plusieurs semaines. Quelle action pour reverser cette somme? Plusieurs cas de figure. Une indemnisation à faire, par exemple, pour le mois de mai ou de juin, et à ce moment-là, ce sera déduit de cette indemnisation-là. Soit il n'en a plus à faire, et au bout d'un moment, c'est du coup les services de finances publiques qui se rapprocheront de lui. Il y a une procédure automatique qui est lancée par l'agence de services de paiement qui gère le site. Voilà. Très bien, merci. Et en cas de difficulté, enfin, il y a une possibilité quand même de discuter avec l'ASP en cas de vraie difficulté à pouvoir honorer cet ordre de reversement. Nous sommes un café associatif agréé EVS avec l'activité cuisine, co-cuisine. Nous réouvrons à mi-temps. Pouvons-nous bénéficier du chômage partiel à partir de juin? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'ils font la procédure en fait, du démarrage, puisque j'imagine qu'ils n'ont pas activé le chômage partiel? Alors, oui, si
voilà, s'ils n'avaient jusqu'à présent pas demandé le recours à l'activité partielle, y compris pendant la période de fermeture, à ce moment-là, j'en conclus qu'en fait, ils embauchent juste leur contrat là pour la saison. Et à ce moment-là, il faut adapter du coup les contrats signés à la reprise de l'activité prévue. Si par contre, ils étaient en activité à temps plein et qu'ils repassent à mi-temps, ce que je comprends pas par rapport à l'activité, par rapport à la période de fermeture, là, on aurait pu éventuellement mettre en place le bénéfice du chômage partiel. Mais si c'est une nouvelle demande, une nouvelle autorisation et qu'ils n'en ont pas eu avant, ils peuvent, pas comment ils seraient concernés par cette solution-là. Merci. Alors, il va falloir peut-être dire la question que je vais poser à Maître Galina parce qu'il ne m'entend pas. S'il n'y a pas donc de représentant syndical dans une entreprise salariée, le protocole de plan de reprise d'activité, s'il n'y a pas de CSE ou de représentant syndical. Alors, Monsieur Galina, c'est pour vous une question. Donc, s'il n'y a pas de représentant de syndical, en tout cas de d'IRP, de CSE, c'est quoi la suite de la question? Faut-il faire signer le document aux salariés? Faut-il faire signer le document aux salariés de protocole de reprise d'activité? C'est fortement conseillé. Démarche probatoire absolue. Toujours, tout le temps, en toutes circonstances, et beaucoup plus maintenant que demain. Voilà ma réponse. Elle est claire. On est dans une période qui est complexe, qui est risquée. Pour le moment, tout le monde prend ses responsabilités. Tout le monde participe à un schéma commun, à la Directe, le tribunal de commerce, le monde judiciaire. Dans 6 mois, peut-être, est-ce que ce sera la même chose? J'en sais rien. En tout cas, le sens de l'anticipation, c'est d'aller au-delà même des règles de droit, notamment pour assurer une démarche probatoire au niveau des salariés de prévention des risques. Faites le nécessaire préalablement et allez même au-delà de la démarche. On ne saura pas vous le reprocher, ça. Voilà. Parce que pour le coup, et c'est une petite parenthèse qui me vient, mais on parlait tout à l'heure du droit de retrait, on parle de l'obligation de sécurité, on peut voir naître aussi un certain nombre d'actions prud'homales. Un salarié qui saisit le conseil des prud'hommes en disant « j'estime que j'ai souffert d'un préjudice dans la mesure où les conditions de sécurité n'étaient pas, selon moi, suffisamment adaptées à la situation ». Ça pourrait. Ou on pourrait aussi envisager la logique d'une procédure pénale, les règles d'hygiène et de sécurité, les règles de mise en danger de la vie d'autrui. Alors tout ça, pour le moment, ne s'est pas fait. Mais pour que le chef d'entreprise puisse être préservé dans sa démarche, il faut que préalablement à tout ça, et promis, c'est la dernière fois que je le dis, il s'assure d'une démarche probatoire qui soit absolue. Quitte, et toutes les administrations le font maintenant, quitte à fonctionner sur le mode des rescrits, avec des modes d'interrogation. Vous pouvez interroger l'administration en cas de difficulté, l'interroger par écrit ou par mail, et tenter d'obtenir d'elle soit une réponse, soit un silence. Mais là encore, c'est une démarche qui est importante. Considérez que pour le coup, Direct, tribunal de commerce, administration fiscale sont toutes là pour répondre à des interrogations qui sont forcément légitimes puisque la crise est nouvelle et le schéma totalement nouveau sur le plan juridique. Merci. Monsieur Ruot, est-ce que vous avez constaté une augmentation de procédures au tribunal de commerce depuis quelques semaines? Non, du tout. Non, non. Pour l'instant, le tribunal est assez calme et on s'attend plutôt à une rentrée plutôt plus mouvementée qu'à l'heure actuelle. D'accord. Pour être précis, le tribunal est resté ouvert pendant le confinement, essentiellement plutôt pour les déclarations de cessation de paiement, gérer les urgences, et notamment les problèmes de salaire, quand les salaires ne pouvaient plus être payés. Donc, on a tourné environ sur 8 à 10 ouvertures de procédures par semaine pendant le confinement. Depuis la réouverture physique, c'est-à-dire où on peut à nouveau recevoir des gens, la précédente pendant le confinement, c'était des dépôts de dossiers simplement. Maintenant qu'on a une réouverture physique, on a très légèrement augmenté. Donc, on est plutôt d'une dizaine, on est passé à 12, 14 par semaine. On s'attend par contre, comme on vient de le dire, à un grand nombre d'affaires à venir, tant pour les modifications de plan
puisque vous avez peut-être vu qu'il est possible pour les affaires, les dossiers qui étaient déjà en plan de redressement ou de sauvegarde, d'allonger la durée de ces plans et donc d'alléger les charges de remboursement. Donc, on s'attend à beaucoup de demandes de ce type-là. Et évidemment, comme je vous le disais, et je ne recrute pas les candidats à venir au tribunal, parce que je rappelle que les juges du tribunal sont tous bénévoles. Donc, même si ça a un coût du fait de l'existence de mandataires, d'administrateurs et le greffe a lui-même un coût, tous les juges sont bénévoles. Donc, on s'attend quand même à une charge importante de travail pour toutes les futures sauvegardes qu'on espère voir arriver avant qu'il soit trop tard. Merci. Donc ça sera plutôt sur la fin de l'année. Merci. Donc, je vais poser une dernière question puisque nous arrivons au bout de notre webinaire. J'invite les internautes à aller dans l'onglet sondage pour poursuivre. Madame Glandier, et peut-être que si Monsieur Galina remonte, il viendra répondre avec vous. Beaucoup de professions n'ont pas reçu les fiches de prévention ou les protocoles validés par les différents ministères. En cas de litige, les recommandations des branches pro suffisent-elles à garantir la sécurité juridique de l'employeur? De toute façon, les guides de bonne pratique, alors en tout cas tous ceux qui ont été publiés le ministère du Travail sont disponibles sur le site du ministère du Travail. Donc sur les guides de bonne pratique par secteur d'activité, logiquement ils sont tous disponibles. Après en soi, le fait qu'il y ait un guide publié ou ne serait-ce qu'un document, une charte par une branche professionnelle à asseoir la sécurité juridique, là après ça sort de mon domaine d'expertise, mais je pense pas. D'accord. Sylvain Galina, vous m'entendez ou pas? Pour Monsieur Galina. Non, c'est pareil. Je peux lui transmettre la question éventuellement. Oui, mais je crois qu'il est figé en fait. Non, je crois qu'il est figé. Eh bien, écoutez, nous terminerons donc cette 13e session sur cette question. Madame Gandier, merci. Messieurs, merci également pour votre présence. Oui, allez-y, je vous en prie. Tout à l'heure, il y a eu une remarque une question sur le catalogue dont j'ai parlé en début d'intervention. Donc, il faut aller sur Internet, prendre entrepreneur, ne restez pas seul face à vos difficultés. Et là, vous avez tout le catalogue qui va se présenter avec les différentes procédures en conciliation, mandat ad hoc, prévention, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Donc, c'est un document qui est bien fait, qui a été fait par les greffes des tribunaux de commerce. Très bien. Vous indiquiez tout à l'heure donc de ne pas hésiter à solliciter donc le tribunal de commerce. Les gens vont où? C'est place de la Bourse? Il y a un guichet, il y a un accueil? Oui, c'est place de la Bourse. C'est dans les locaux de la Chambre de commerce. Très bien. Écoutez, donc. Et je confirme que nous sommes tous bénévoles, anciens chefs d'entreprise à la retraite ou en activité, donc on connaît quand même assez bien le monde économique et on est là pour essayer d'aider les entreprises à trouver une solution. D'accord. Est-ce que vous pouvez redire, Monsieur Ruot, l'adresse du site Internet que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, c'est entrepreneur. Non, mais vous allez dans Internet et vous mettez entrepreneur, ne restez pas seul face à vos difficultés et vous allez trouver le catalogue. Très bien. Et autrement, vous pouvez aller aussi sur le site du greffe du tribunal de commerce. Très bien. De toute manière, donc ce webinaire, vous pouvez tous le regarder en replay. Donc, on va mettre dans le chat le lien de ce document-là. Messieurs, donc je vous ai remercié, Mme Glandier également, et Maître Galina qui m'entend pas, toujours pareil. On le remercie. Donc, oui, si, c'est parfait maintenant. Ah, ça y est. Parfait. Bon, merci à vous tous pour ce 13e webinaire. Et puis, nous vous donnons tous rendez-vous prochainement pour une 14e édition. Passez une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et puis, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci.